Salut, c'est Rafi, bienvenue dans les coulisses du Web3. Euh, Tu es CEO de Cohort. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Cohort? Ouais, bien sûr. Salut Gary, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je suis effectivement donc Séraphie, cofondatrice de Cord. J'ai 36 ans depuis récemment. Un sacré passage, bientôt les 40. Je vis à Paris, où j'ai enfin, plutôt toujours vécu avec des passages un peu à New York et à Londres. Et voilà, aujourd'hui, je suis très contente de parler avec toi. Également. Aujourd'hui, on va pas mal de parler de ton parcours, hein, comment tu as été amené à créer Cohort, ton passage aussi par leur startup studio Free Founders, hein, de Mm. Exa. Ouais, bien Euh, sûr. Déjà, pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est Cohort? Ouais. Alors, Cohort, c'est une solution d'engagement digital. Vraiment, si on veut résumer, l'idée, c'est de permettre, on est vraiment, on s'est vraiment focalisé sur un problème que rencontrent aujourd'hui les marques et plus globalement toutes les organisations B2C, qui est de comment créer une relation qui soit directe et riche avec son client. Et donc nous, l'idée de Core, c'est de permettre aux marques de réinventer l'engagement client, à la fois sur tout ce qui est programme de fidélisation, parce qu'on pense aujourd'hui que les marques méritent beaucoup mieux, et les clients surtout méritent beaucoup mieux que ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire des cartes de fidélité à points, potentiellement des cadeaux d'anniversaire à une date convenue, et qu'il y a beaucoup plus de choses à faire dans l'engagement client, et qu'en fait, on a l'émergence de toute une vague de technologies que sont les NFT, la blockchain, qui en fait apportent des solutions super intéressantes pour les marques dans le domaine de l'engagement client. L'idée de Cohort, c'est de rendre ça accessible et simple pour les équipes internes de ces marques, et surtout aussi pour leurs clients finaux, pour que à la fin, nous, notre grand objectif avec Cohort, c'est que les clients des marques se disent, tiens, j'ai vécu une expérience vraiment nouvelle et cool avec la marque X, mais en termes d'usage, ça ressemble à ce que je sais faire. Je suis pas intimidée, j'ai pas peur, le truc est simple. Et si on arrive à faire ça, on pense qu'on peut vraiment débloquer pour les marques plein de nouveaux relais d'engagement client et de croissance. Et donc, on est hyper excité par cette opportunité. Ok, donc l'idée c'est vraiment d'accompagner les marques pour vraiment faire en sorte qu'elles s'évitent de demander à leurs clients de créer un wallet, de mettre des tokens pour ensuite acheter des NFT. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une Ouais, expérience e-commerce pour acheter, pour en fait offrir des NFT ou les vendre, peu importe. ouais, tu vois, pour moi, il y avait la préhistoire du NFT, qui est ce qu'on a vécu en 2020, 2021, où il fallait galérer, avoir les tokens, acheter sur OpenSea, des choses comme ça, qui pour moi me semble aujourd'hui vraiment de la préhistoire. Aujourd'hui, on est passé à des usages qui sont beaucoup plus simples et où on cache toute cette tuyauterie qui est franchement pas très élégante pour que l'utilisateur final se dise juste, ah, c'était cool, mais en revanche, il a pas galéré. Ok. Je te propose de d'abord repasser sur ton parcours. Euh, j'ai vu que tu étais passé par Stratum, c'est ça? Tu es Ouais. resté 4 ans là-bas. Est-ce que déjà tu peux expliquer ce que c'est Stratum, comment tu es arrivé là-bas, ce que tu as fait là-bas? Ouais, en fait, effectivement, moi, j'étais avant de fonder Coord, j'étais COO, donc Chief Operating Officer de Stratum. Stratum, c'est une très belle pépite blockchain française, hein, une des toutes premières boîtes blockchain en France, qui a été créée en 2000, fin 2015, je crois, et que moi j'ai rejoint fin 2017 en tant que directrice commerciale, et où j'ai passé 4 ans effectivement. Je me suis occupée à peu près de toutes les fonctions, hein, de e-commerce, du produit, du marketing. Des opérations de la finance. Et en gros, Stratum, c'est un éditeur de logiciels SaaS spécialisé dans la traçabilité de flux financiers, qui utilise donc les protocoles blockchain pour venir créer de la trust et de la transparence entre grands acteurs financiers. Et on a bossé avec AXA, CNP Assurance, BNP Paribas sur ces sujets-là. C'était passionnant. 4 ans vraiment, c'était tôt, hein, tu vois, genre vendre des produits, des logiciels basés sur la blockchain en 2018, 2019, 2021, c'était hyper tôt, c'était complexe. Et on a appris énormément de choses. Et surtout, j'ai vu un peu l'écosystème, tu vois, se structurer. Et la première vague de maturité, le premier bear market aussi. Enfin, tu vois, tout ça s'est succédé et c'était passionnant à vivre de l'intérieur. Ok. Et d'ailleurs, enfin, les banques, déjà à cette époque-là, elles étaient frileuses par rapport à la blockchain, elles voulaient tester, elles étaient un peu dans quel état d'esprit Je pense toujours. Alors, ceux avec qui on a bossé avaient envie de tester, d'apprendre, parce qu'ils voyaient bien l'intérêt, ils voyaient bien le pain qu'on réglait. En revanche, tu sais, la résistance au changement.
qu'on parle de banque ou de toute autre organisation, elle est toujours très très forte et que c'est donc des processus qui sont longs à mettre en place, hein, de faire adopter des processus blockchain, en tout cas à l'époque, à ces grandes entreprises. Mais je trouve quand même qu'il y a un vrai appétit de ces organisations, donc de tout ce qui est assurance, banque, pour s'acculturer et pour essayer. Et tu vois, on a eu récemment, il y a la SOG qui a lancé une grosse initiative là-dedans. Tu sens qu'ils ont envie de s'y mettre et de comprendre. Donc, ouais, moi, je trouve que c'était plutôt positif. En revanche, on voit aussi qu'il y a quand même énormément de problèmes je trouve, c'est d'acculturation au sujet, beaucoup d'amalgame entre plein de choses. Et que depuis l'affaire FTX, ces amalgames, ces problèmes un peu de discernement ont tendance à un peu augmenter encore. Ok. Et qu'est-ce qui a fait après que tu as quitté Stratum Ouais, alors écoute, Stratum, c'était une aventure passionnante qui a duré 4 ans et demi pour moi, où j'ai vraiment tout fait, mais c'était pas ma boîte. En fait, Stratum, elle a été fondée par des fondateurs tech, et donc je la dirigeais, mais c'était pas mon truc, c'était pas mon bébé. Et moi, j'avais très envie de monter mon projet, tu vois, d'être aux commandes Hmm. et d'être à l'inception du projet, et tu vois, de pouvoir vraiment mettre les fondations en place. Et donc, j'ai quitté Stratum au moment où la boîte a été rachetée par un cabinet de conseil. Et donc, moi, ça m'a permis, en fait, d'enchaîner sur mon projet d'après, qui était de fonder Cohort avec mon associé Nathan au sein du studio Three Founders. Et j'avais vraiment envie, tu vois, j'ai passé 4 ans à apprendre le métier du software, de la cave au grenier. Et j'avais vraiment l'envie de mettre ma patte sur un projet. Tu vois, c'était le moment pour moi de me lancer. Et donc, ça a été l'opportunité de le faire. Et voilà, j'ai lancé Cohort. Ok. C'est intéressant, quand tu as quitté Stratum, tu savais déjà que tu voulais créer Cohort, tu avais juste une idée de boîte, tu savais que tu allais faire ça dans le Web3, et comment ça s'est passé Ouais. Bah écoute, si tu veux, pourquoi je suis allée chez Stratum déjà? Moi, je viens pas du tout de la tech ni de la blockchain, enfin, tu vois, genre de la tech avant. Avant de rejoindre Stratum, j'ai bossé dans les cabinets de conseil en strat, j'étais dans des grands groupes, dans des équipes de stratégie de M&A à Londres et à Paris, tu vois. Donc rien ne m'amenait vraiment vers la tech ni la blockchain, hein. Pourquoi je suis arrivée chez Stratum? C'est parce que j'ai envoyé mon CV en candidature spontanée à l'équipe dirigeante de l'époque, parce qu'en fait je sais pas, j'ai été prise de passion par la blockchain, par la tech, parce que ça promettait de faire. En fait, moi, ça m'a fasciné la propriété digitale. Je me suis dit, mais c'est passionnant, c'est-à-dire que moi, si tu veux, j'ai grandi avec l'abondance digitale, tu sais, les fichiers qu'on piratait, le streaming, tout ça, où en fait, ça n'existait pas, l'unicité digitale. Et là, tout d'un coup, on arrive et on te dit, on peut créer l'unicité digitale, on peut créer la propriété digitale. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, j'ai eu un peu ce virus de la blockchain. Je suis rentrée chez Stratum pour ça. Et donc, si tu veux, ça m'a jamais quitté. Évidemment, quand j'ai vu que tu vois que Stratum, que l'aventure Stratum allait se terminer, bah, je me suis dit, bah, ok, c'est évident que je veux continuer en Web3. J'étais aux avant-postes un peu pour voir un peu comment l'écosystème maturait. Et j'ai vu l'émergence des NFT, hein, où au tout début, c'était les CryptoKitties, hein, les petits chats trop mignons. Mais rapidement, on a vu que c'était autre chose, hein. On a vu Sora grandir, on a vu plein d'autres cas d'application. Et moi, moi, j'ai un ADN plutôt B2B. Donc je me suis dit, OK, comment cette tech passionnante peut venir aider les marques, les organisations, les entreprises dans la relation client. Et j'ai beaucoup itéré sur ce projet. J'ai rencontré les gars d'eFounders, Thibaut, Florent, Thibaut Elzière, le fondateur d'Exa, et Florent Quinty, le Head of Studio Three Founders, donc le Head of Studio Web3 d'eFounders. Et on a vachement itéré sur ces sujets-là. Et moi, j'avais la conviction, si tu veux, qu'il y avait une énorme opportunité à créer cette solution d'engagement digital pour les marques qui utilisent les NFT et la blockchain pour réinventer l'engagement client. Et donc, si tu veux, ce projet-là il était très clair dans ma tête au Q4 2021. Et donc, en mars 2022, on s'est lancé. Ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour revenir sur ouais, comment vous avez réussi à creuser l'idée avec Free Founders. Parce que d'ailleurs, Cohort, hein, c'est le premier projet de Free Founders. Euh, de base, tout de suite, toi, tu t'es dit, c'est ce projet-là, vous avez itéré autour de plusieurs idées. Ça a été quoi un peu le cheminement pour arriver à se dire, ok, on lance Cohort Ouais, alors ça a été très rapide parce que on n'a pas eu enfin c'était pas plusieurs idées tu vois, qu'on a évaluées, etc. On s'est rejoint autour d'une idée. C'est-à-dire que moi j'avais envie de faire ce produit, Nathan qui est mon associé que j'ai rencontré, il avait envie de faire ce produit,
et eFounders avait envie de faire ce produit, si tu veux. Donc on n'a pas itéré 150 ans sur est-ce qu'on va faire ça ou autre chose. On voulait faire ça. En revanche, là où on a beaucoup itéré, c'est sur nos convictions produits, qui étaient hyper fortes dès le début avec Nathan typiquement et Florent, sur euh, tu vois, nos convictions sur en quoi les usages actuels, on était fin 2021, n'étaient pas les bons, n'étaient pas ceux qui allaient porter la vague d'adoption. Tu vois, c'est ça qui nous a vraiment porté au début. Et on a surtout itéré sur ça, sur pourquoi on est persuadé que les notions de wallet, les gas fees, tout ça, c'est de la tuyauterie. Et ça doit pas être exposé comme un Graal à l'utilisateur final, tu vois. Donc on a itéré là-dessus, pas sur l'idée elle-même, qui est depuis le début la même, mais qui a énormément évolué, forcément, tu vois, entre ce qu'on s'est dit en novembre 2021 et ce qui est Cohort aujourd'hui. Quand je vois le chemin parcouru, on sent que, ouais, il y a eu plein d'itérations, mais la conviction, elle était là depuis le début, franchement. En revanche, ce que je trouve génial, c'est de se dire que les convictions qu'on a eues dès le début, elles sont encore hyper, c'est les piliers de notre produit, tu vois, aujourd'hui. Ça va pas changer quand même. Elles sont vraiment présentes. Ok. Et ces convictions, c'est dont tu parlais avant, c'est-à-dire vraiment simplifier à fond l'expérience utilisateur et que la blockchain, ce soit pas un peu une vitrine, mais plus la Ouais, tuyauterie qui est un peu invisible pour l'utilisateur. Et ce qui compte, c'est un peu l'usage final de ouais, pouvoir justement révolutionner, par exemple, la fidélité, enfin les programmes fidélité avec les NFT. exactement. Tu vois, nous, on a un peu un motto qui est no code, no crypto, no wallet. Ce qui est un peu provoquant dans la blockchain, c'est-à-dire que la crypto, la wallet, c'est la base de cette infrastructure. Mais Ouais. on dit ça juste pour se forcer à se dire, tout ça, c'est vraiment un détail d'implémentation, entre guillemets, tu vois, que ce soit de la blockchain ou pas. Pour le client final, ce qui est important, il y a forcément une minorité pour lequel c'est super important, et on respecte ça parce que tout ce qu'on fait est en adéquation avec l'ethos du Web3, hein, tout ce qui est interopérabilité, transparence, transférabilité des actifs, etc. En revanche, on pense que si on veut vraiment rendre ces technos accessibles et utilisés dans la vie des gens, bah nous, tu vois, par exemple, c'est bête, mais dès que tu dis le mot wallet chez Cohort, t'es censé mettre une pièce dans une tirelire. C'est con, c'est un peu un, tu vois. Mais pour montrer que on n'a pas envie d'être la solution qui se targue de, enfin, tu vois, qui s'enveloppe dans du jargon et qui met un peu, tu sais, une barrière entre nous, les utilisateurs, parce que nous, on est les sachants versus les autres. On n'a pas envie d'être ce genre de boîte, tu vois, chez Cohort. Ok. Et comment ça s'est passé un peu le développement de la première version de Cohort? Déjà, pour revenir sur Free Founders, comment ils vous avez été accompagné par Free Founders? Et Ouais. peut-être, est-ce que tu peux expliquer un peu peut-être le modèle d'accompagnement assez rapidement? Ouais, bien sûr. En fait, enfin, tu vois, c'était hyper intéressant de bosser avec Founders et la raison pour laquelle nous, Nathan et moi, on allait bosser avec eux, c'est que, tu vois, moi, j'ai vécu Stratum, une aventure, et Nathan, mon associé, il a bien monté une boîte aussi auparavant, donc il sait ce que c'est, les premiers mois, il Hmm. sait ce que c'est la galère de monter une boîte. C'est-à-dire que on nous raconte que les histoires hyper shiny où les gars, au bout de 8 mois, ils sont arrivés à 10 millions d'ARR, c'est merveilleux. En revanche, les débuts d'une boîte, c'est beaucoup d'emmerdes administratives, plein de trucs qui s'amassent. Et alors qu'au contraire, ce qui va faire, moi je trouve, ce qui va faire le destin d'une boîte, c'est sa vélocité au début, parce que c'est sa capacité à aller très rapidement, itérer pour tester des choses très vite, tu vois. Parce que sinon il y a une fatigue qui va s'installer. Et moi je valorisais énormément cette vélocité, et c'est ce que j'ai vu chez les founders, c'est leur capacité à accélérer ces premiers mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils te mettent à disposition des experts, des ressources, des gens qui ont déjà vécu les mêmes galères. Et donc en fait, dès que tu as un truc potentiellement complexe, bah au lieu de galérer pour trouver la solution, tu vas aller beaucoup plus vite dans le problem solving, tu vois. Et donc tu vas pouvoir venir vraiment. Moi j'avais l'impression qu'on nous avait collé des moteurs, tu vois, vraiment, et qu'on pouvait accélérer dans les tu vois, en 6 mois, on a fait ce qu'on aurait pu faire en 18 mois, clairement. Et cette vélocité-là, je trouve que quand on est entrepreneur, c'est hyper important pour le moral de l'équipe, pour son moral personnel, pour avoir des victoires rapidement. Moi, c'est ça que je valorisais et je trouve on a vraiment eu ça avec eFoundation. Ok. Ouais, et peut-être aussi pour s'approcher de la vérité, hein, trouver un peu le product market fit, hein, trouver le bon Exactement. produit. Et vous d'ailleurs, c'était quoi entre guillemets la toute première version du produit vs le produit maintenant? Par quels états vous êtes passé? Quelles différentes versions? Ouais, bah, c'est marrant, on en parlait hier avec l'équipe en se disant qu'on voyait le chemin parcouru, on s'est amusé à regarder les Figma, tu sais,
qu'on faisait Ouais. justement chez les Founders avec Florent, par exemple. Et là où on en est aujourd'hui. Et quand on se voit l'écart, on se dit, mais enfin, c'est fou. Mais en même temps, les fondamentaux, ils étaient là depuis le début, tu vois. Et c'est vrai qu'on est passé par des étapes. Enfin, la première étape qui était quand même assez marrante, c'est que on a signé notre premier client au bout de 6 semaines chez Cohort. Et ça a été game changer parce que en termes de bon bah les gars, il faut sortir un produit non pas 6 mois plus tard, mais en fait 6 semaines plus tard. Ça, c'était, je pense que ça a été aussi fondamental dans notre manière de faire le produit, c'est-à-dire vélocité maximale, MVP. Tu lances un truc ultra robuste, mais en mode MVP et t'itères autour de ça. Et ça nous a permis, si tu veux, d'être très rapidement au contact de clients et de et d'utilisateurs finaux, tu vois. Et ça, cette démarche-là, elle a imprégné, je pense, tout notre développement produit et toutes les itérations qu'on a faites, on les a faites en cycle super court pour aller se tester, tu vois, avec le marché en permanence. Et ça guide, je pense, beaucoup notre philosophie depuis le début chez Cohort, qui est de d'affronter le marché et le feedback d'utilisateur. De pas être en mode tunnel, tu vois, mais de rapidement se dire, OK, est-ce que des gens sont prêts à payer pour ce produit? Quelle est enfin, tu vois, quelle est la rétention? Comment on arrive à engager les gens sur du long terme? Et ça, c'est vraiment clé dans dans notre approche produit. Ok. Et d'ailleurs, c'était quoi ce premier projet? C'était quelle marque? Qu'est-ce que vous avez proposé comme solution? Ouais. Alors, c'était le groupe Etam qui nous a fait confiance très rapidement. En fait, c'est un groupe qui a une belle tradition d'innovation, qui sont audacieux. Et je trouve d'ailleurs, je salue vraiment leur appétit au risque parce que ils nous ont fait confiance, tu vois. L'idée, c'était de leur permettre de créer un programme d'engagement extrêmement expérientiel autour de leurs défilés, qui sont des grands moments pour eux, où en fait, ils vont venir présenter leur nouvelle collection. Et l'idée, c'est qu'ils voulaient proposer à ces moments-là des expériences vraiment innovantes entre virtuel et réel à leurs clientes. Et donc on les a pitchés très rapidement. Très rapidement, on s'est tapé dans la main et un mois plus tard, on était live avec eux sur une première campagne. Depuis, on en a fait plein d'autres et on voit que ça marche, que leurs clientes ont très envie de ce genre d'expérience et qu'il y a un énorme terrain d'expérimentation et de jeu qui est complètement vierge hein, pour les marques aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait tous les autres canaux sont saturés ou presque. Hein, on parle des réseaux sociaux, de l'e-commerce classique, du SEO, tout ça c'est devenu hyper bruyant. Et là on leur présente un nouveau terrain de jeu qui est encore vierge. Ça veut dire qu'il faut tester et expérimenter. Ok, donc ça vient avec des galères. Mais en revanche, en termes de ROI et d'impact, c'est le jour et la nuit. Et je pense que c'est vraiment ça que viennent chercher les marques aujourd'hui qui s'engagent en Web3. Ouais. J'imagine qu'au début, elles sont un peu Mm. là à y aller un peu à reculons, dire ok, je vais faire du Web3, je vais voir ce que ça va donner. Et après, peut-être les premiers résultats sont positifs et donc elles veulent recommencer avec une stratégie peut-être plus long terme. Ouais, exactement. C'est l'approche test and learn et je pense que c'est la bonne approche, tu vois. C'est surtout pas le moment de se mettre dans des projets à 12 mois en mode tunnel Hmm. où tu sens rien. Je pense que les marques, elles ont compris ça, hein, qu'il faut itérer et tester. Et en fait, et ça veut pas, et tu vois, genre à chaque campagne, elles vont améliorer un paramètre de l'équation. Et à force, elles sont en train d'écrire les fameux playbooks marketing qui vont cartonner. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles de l'émergence des réseaux sociaux, les premières marques qui y sont mises. Clairement, c'est pas les premiers posts des marques qui ont cartonné, c'est à force d'essayer, ils ont trouvé, tu vois, le truc qui fonctionne et c'est devenu un carton énorme pour certaines marques, tu vois. Donc les marques sont en train de faire ce même processus de rodage, de création des playbooks. Et ça me fait penser d'ailleurs que il y aura les grands gagnants, ce sera ceux qui vont réaliser ces playbooks et qui vont se les approprier en premier. Et donc on va voir, je pense, toute une génération de marques qui va cartonner sur le Web3 et qui va prendre de l'avance sur les autres, en fait, hein. Clairement. Ouais, carrément. Et c'est intéressant pour venir sur le fait, enfin, comment Etam, vous êtes allé les voir et vous leur avez dit, voilà, on n'a pas de produit encore, mais faites-nous confiance. Comment vous êtes entré en contact avec eux? Vous démarchiez pas mal de boîtes à ce moment-là déjà Écoute, c'était, tu sais, au début d'une boîte, tu fais tout enfin, en tout cas, moi, c'est ma conviction, il faut beaucoup s'appuyer sur son réseau. Sur tu vois les connexions intermédiaires. Nous on a rencontré Etam grâce à une de mes amies qui nous a fait l'intro et qui nous a permis en fait c'est marrant au début hein, le meeting c'était plutôt un meeting entre guillemets d'évangélisation, d'explication des concepts, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on partageait exactement les mêmes valeurs, les mêmes convictions dans le space avec eux et que la vision du produit qu'on portait
et on a fait une mini démo, tu vois, parce qu'on avait déjà quelque chose, hein, on n'était pas non Hmm. plus arrivé avec rien. Ok. Euh, C'était exactement leurs besoins. Donc, tu vois, très rapidement, on s'est fait confiance et on a délivré sur le scope qu'on s'était donné. On avait aussi précisé un scope, un paramètre qui était réalisable dans le temps imparti. Et là-dessus, on a fait une delivery qui était nickel, qui nous a permis en fait d'étendre notre collaboration avec eux dans le temps. À partir de 2 mois plus tard, on a signé un deal beaucoup plus large avec eux, euh, avec une intégration de notre produit au sein de leur app mobile. Tu vois, on y allait progressivement, sur la base de convictions très fortes partagées et une relation de confiance sur la qualité de la delivery au fur et à mesure, tu vois. Ok. Et est-ce que tu peux revenir peut-être en détail sur, sur ce programme hein, de fidélité Ouais. je l'ai vu passer d'ailleurs, je m'en souviens, c'était un peu un programme d'incentive pour, par exemple, un accès à des ventes privées, non Alors, il y avait des choses, c'était intéressant parce qu'ils ont testé plusieurs choses. Ce qu'on a toujours fait avec eux, et je pense qu'ils ont raison, c'est toujours mettre en avant les produits, leurs produits, leur savoir-faire. Tu vois, Etam, c'est un groupe qui a 100 ans, ou plus même, qui a un énorme savoir-faire, qui a beaucoup de choses implantées en France. Ils dessinent tout en France, etc. Et l'idée, c'était de toujours mettre en valeur leurs produits physiques, mais de faire que ton produit physique soit juste une clé d'entrée vers une expérience plus globale avec la marque, qui mêle du virtuel, du digital et du réel, et cette capacité en fait de faire de ton produit un levier d'engagement client. Aujourd'hui, trop souvent, ton engagement client, il se termine avec l'achat d'un produit. Alors que grâce au NFT, ça devient le début de ton engagement client parce que ton produit physique vient avec un NFT, donc un actif digital. Et cet actif digital, en fait, te permet d'accéder à une série de services et d'expériences à valeur ajoutée autour de ton produit et autour de la marque. Et c'est ça qui est hyper intéressant comme terrain de jeu pour les marques. C'est-à-dire que la relation client, elle débute réellement avec l'achat, ou en tout cas, elle se prolonge avec l'achat. Et aujourd'hui, tu vois, l'engagement client, il se focalise sur le pré-achat, alors qu'en fait, il devrait être beaucoup plus large. Et je pense qu'il y a énormément de leviers pour créer de la récurrence d'achat et de la fréquence d'achat qui ne sont pas exploités aujourd'hui par les marques. Ok. Et peut-être que, ouais, faire un peu en parallèle, l'expérience utilisateur proposée, je sais pas, par des cartes de fidélité Mm. de marques a ses limites. Et justement, les NFT, ça permet d'aller un peu plus loin dans cette Bah, expérience. ouais, alors là-dessus, enfin, c'est marrant parce on réfléchit beaucoup au programme de feed, tu vois. On se dit, clairement, il y a plein de valeurs dans les programmes de fidélité. Point. Il y a plein de secteurs où ça a beaucoup de sens. Je pense à l'alimentaire, tu sais, tous les secteurs à forte fréquence d'achat où la récompense financière est importante dans la vie quotidienne des gens, surtout en ce moment, hein, clairement. Dans un contexte inflationniste, tu vois, je pense que ça a clairement son rôle à jouer. En revanche, il y a plein de secteurs où ça marche pas du tout. Soit parce que c'est des achats à faible fréquence et donc tu vas pas racheter parce que tu as un discount de 5 euros, ça marche pas comme ça. Soit parce que des secteurs où tu n'as pas réellement de relation client avec l'acheteur. Typiquement, la cosmétique, les vins et spiritueux, tous les secteurs où tu es très intermédiaire. Le distributeur connaît le client, mais toi, tu ne le connais pas. Et où là, un programme de fil à point n'a pas de sens parce que tu n'as pas de vision de ce que ton client achète. En revanche, le NFT peut permettre à ces secteurs-là de créer de la relation client. Et ça, c'est super intéressant. Tu vois, il y a cet aspect-là. Et il y a le deuxième aspect que je trouve passionnant, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire que les NFT, hein, comme vous le savez sûrement, c'est basé sur un protocole qui est reconnaissable par plein d'applications différentes. Et pour la première fois, on peut vraiment imaginer des programmes de fidélité où si tu as un NFT ETAM, tu peux avoir des avantages potentiellement chez Decathlon, par exemple. Et ça, c'est le Graal, ça a été le Graal des marketeurs ces 20 dernières années, de créer des programmes de feed qui soient intermarques, qui permettent de faire récompenser tes utilisateurs, tes clients, par d'autres partenaires que toi-même. Et ça, je pense qu'il y a énormément de choses à voir là-dessus. Donc, tu vois, en fait, c'est des nouveaux leviers d'engagement client qui sont désormais disponibles et qu'on peut mettre en place de manière simple. Et un troisième levier qui, je pense, est super puissant, c'est tout ce qui est autour de la communauté, de la gamification. Moi, je crois très fort que on va en venir très rapidement à échanger des actifs digitaux de marque entre potes, entre groupes d'amis ou plus larges, parce que ils vont donner accès à des choses qui ont de l'intérêt et de l'importance pour moi. Et ça, je pense que ça va créer des dynamiques très peu explorées et exploitées pour les marques aujourd'hui, mais qui vont être passionnantes à voir dans les prochaines années.
Ok, ouais, c'est hyper intéressant ce que je viens de dire, c'est que d'une part, enfin, il y a vraiment, c'est une énorme porte ouverte à la collaboration entre les marques. Ouais. Il y a aussi l'aspect, bah, en fait, parfois, oui, effectivement, avec, je sais pas, avec une carte de fidélité classique, tu peux avoir des avantages, mais tu n'as pas forcément besoin, enfin, tu peux pas l'utiliser. En fait, Mm. finalement, il est perdu. Et là, avec les NFT, tu peux effectivement, entre guillemets, le recommercialiser. Mhm. Et il y a aussi l'aspect, j'ai l'impression, ta carte de fidélité en mode NFT devient un trophée. Tu es content, quoi, parce qu'il y a un peu un Ouais, côté bien sûr. raréfaction. Et Ouais, en fait, je pense que tu as la reconnaissance de ton statut par rapport à la marque, tu vois. Je prends un exemple, c'est un peu girly comme exemple, mais tu vois, la marque Cézanne, que tu connais peut-être, qui est une marque yes. de vêtements pour femmes, maintenant pour hommes aussi. Je pense que c'est une marque qui a énormément de brand love. Et tu vois, les premières clientes de Cézanne, je me dis, c'est des femmes qui adoreraient être reconnues comme telles, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de faire ça dans le web, tu vois, de reconnaître les gens pour ce qu'ils sont et leur permettre de l'afficher. Je trouve qu'il y a plein de use cases là-dessus pour animer le brand love, le récompenser, qui sont intéressants. Ouais, carrément. Et vous, du coup, la stratégie pour accompagner ces marques, c'est quoi? C'est de leur apporter vraiment une plateforme pour pouvoir justement les aider à créer leur NFT, les distribuer à leurs clients. C'est quoi, enfin, c'est quoi le scope du produit actuellement? Ouais, alors notre produit, il est assez end-to-end, hein. L'idée, c'est de permettre à des équipes, tu vois, marketing ou digital, de venir créer des programmes d'engagement qui vont être basés sur l'émission d'actifs digitaux, d'associer à ces actifs digitaux des expériences et des avantages de manière évolutive, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vivre. Un jour, ton actif digital va donner accès à une réduction sur un site e-commerce. Le lendemain, ça va être un ticket d'entrée à un événement partenaire. Et le surlendemain, ton ticket d'entrée à une communauté en ligne, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la partie, on l'appelle le Perk Store. C'est une sorte d'app store d'expériences et d'avantages que tu peux associer à tes actifs digitaux. Et après, il y a tout ce qui est distribution et checkout, c'est-à-dire comment tu permets aux marques de faire accéder les clients à ces actifs digitaux de manière très simple. Et donc là, c'est toute notre techno d'intégration de ces actifs digitaux dans les comptes clients natifs des marques. C'est-à-dire que si tu achètes un actif digital ou si tu récupères un actif digital Etam, il est naturel que tu le retrouves dans ton app mobile Etam. Ok, donc nous on intègre en fait toute notre tech en marque blanche pour que le client Etam retrouve bien son actif digital dans son app mobile Etam. Et tout ça, ça paraît trivial, c'est super complexe en vrai, parce qu'il faut générer les wallets, il faut générer toute la tuyauterie. Donc nous, on fait ça en marque blanche de manière automatisée pour toutes les marques avec qui on bosse. Et en fait, on rend les comptes clients Web3 aware, ce qui est hyper intéressant en termes tu vois, pour les marques, elles peuvent tout mettre au même endroit. Pas besoin d'avoir des canaux différents, tu vois, très compliqués. C'est intégré à leur stack e-commerce CRM et ça devient un nouveau levier d'engagement, mais qui est très intégré à leurs outils actuels. Et ça, c'est super rassurant, tu vois, quand on parle aux marques aussi. Ok. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez une intégration avec Shopify, hein. Shopify, pour rappel, hein, c'est Ouais, un- une solution, hein, pour créer un site e-commerce un peu en mode no code, parfois avec du exactement. code, mais voilà. Mm. Et l'intégration Shopify que vous avez faite, c'était quoi, entre guillemets, les retours sur investissement? Est-ce que il y a beaucoup de marques qui ont adopté Cort grâce à ça? Ouais, alors l'app Shopify, c'est un truc hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, effectivement, sans avoir à coder, on permet de rendre des boutiques Shopify Web3 aware, c'est-à-dire qu'à la fois, tu peux émettre des NFT, tu peux émettre des NFT gratuits ou payants, et tu peux après les faire que ton client final récupère ce NFT, cet actif digital, dans son compte client. Et ça, pour faire ça, ça prend en gros 5 minutes d'installer la cohorte. Donc tu vois, on a mis énormément de taf là-dedans pour faire un truc vraiment facile. Et aujourd'hui, on a des boutiques Shopify qui ont installé notre application où c'est des boîtes, des marques de 2 personnes, tu vois, donc des trucs très simples. C'est un truc vraiment très simple à mettre en place et on est hyper fiers parce que, tu vois, les NFT, ça a été l'apanage seulement de très très grands groupes pendant longtemps. Et nous, on est capable, grâce à notre tech, de rendre ça accessible à des plus petites marques et de leur donner accès à ce nouveau levier d'engagement. Et là-dessus, tu vois, on bosse avec des marques. On bosse avec une marque qui s'appelle Jacques Vie, qui est une marque de mode masculine circulaire, tu vois. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ils ont envie d'associer des NFT à leurs vêtements
pour affirmer l'aspect éthique et responsable de leur mode de production et de recyclage. Et ça aurait été totalement hors de portée d'une marque comme ça. Mais avec Cohort, si tu veux, la solution est tellement simple qu'ils peuvent s'y mettre et être précurseurs dans leur domaine. Et nous, on est hyper fiers de bosser avec une marque comme Jacqui parce que, bah, tu vois, ils sont hyper innovants, hyper avant-gardistes et on est leur partenaire là-dessus, donc c'est une fierté. Et donc, tu vois, on est partenaire aussi d'un club qui s'appelle le Digital Native Club qui regroupe les grandes DNVB, donc françaises. Donc, les DNVB, c'est des marques qui se distribuent essentiellement online. Et on voit qu'il y a un énorme intérêt sur le sujet d'engagement client et de fidélisation euh, via NFT. Et donc, tu vois, on bosse beaucoup dans cet écosystème-là aussi. Ok, très clair. Et pour revenir maintenant sur toujours le parcours à travers Mm. eFounders, pour revenir dessus. euh, donc à un moment donné, vous avez levé des fonds, hein, et après c'est un peu la condition Ouais, pour quitter le studio eFounders, hein, parce que pour rappel, donc vous ouais, êtes backé jusqu'à la levée de fonds. Euh, c'est ça. je crois que vous avez levé plus de 3 millions, c'est ça? Ouais, exactement. On a levé 3 millions d'eux exactement. Ok. Et après, ça a été quoi enfin déjà le profil des investisseurs? Est-ce que c'est des investisseurs un peu Ouais, en rapport avec la blockchain, ou plutôt traditionnel B2B? Ça a été quoi un peu leur profil et comment eux ouais. vous accompagnent aujourd'hui? Alors écoute, nous, on avait très envie plutôt d'aller vers des investisseurs qui connaissaient notre marché et ce que c'est que de faire du B2B sales. Ok? Donc en fait, on est allé chercher plutôt des investisseurs qui sont donc très acculturés sur tout ce qui est solution marketing, solution d'engagement client, tout ce qui est CRM et tout ce qui est vente SaaS B2B. Et donc nos investisseurs, notre lead c'est Iris, qui connaît très bien ces sujets-là. Donc tu vois, là-dessus on est hyper content de cette collaboration parce qu'ils nous ont permis d'accéder à pas mal de programmes hyper intéressants pour nous et à des ressources, tu vois, à des gens qui nous conseillent. Donc nous, on cherchait vraiment ça. On cherchait pas trop des fonds blockchain parce que, comment dire, on sentait moins le besoin. Tu vois, dans notre go-to-market, c'est moins important. L'expertise blockchain, on se la crée, on connaît pas mal. On a notre réseau, on arrive à la chercher. On avait plus envie de ça, d'avoir des gens qui connaissent vraiment notre sous-jacent métier et notre go-to-market. Et donc, on bosse avec Iris et avec Axelio, qui est très bon sur tout ce qui est B2B SaaS. Tu vois, qui a une vraie expertise là-dessus. Et on a aussi Kima Ventures qui est à notre capital. Et après, évidemment, les BA. Donc, on a la chance d'avoir eFounders, donc d'avoir des BA de premier plan qui sont hyper impliqués dans la boîte, tu vois. Et on reste très proche d'eux, hein, c'est-à-dire qu'on bosse beaucoup avec Florent Quinty, le Head of Studio, mais aussi avec le reste de la team, Thibaut, Elzière, Amélie Séfus et Quentin uniquement. Et après, en revanche, on a aussi des BA par ailleurs. Tu vois, on a Guillaume Prinsen qui est de Stripe, on a Camille Tian de Payplug. Enfin, tu vois, on a Brian Wagan de Sorar. Donc, on a créé vraiment un réseau de gens qui ont envie que ça fonctionne, qui peuvent nous aider à débloquer des choses. Et ça, je pense que c'est très important hein, quand tu viens faire ton fundraising, c'est de savoir de quoi tu as besoin. Et de pas forcément juste regarder, tu vois, forcément les US à tout prix, etc. C'est de se dire qui va t'aider dans les 12 premiers mois de ta boîte. C'est très différent des phases d'après, hein. Les Ouais. 12 premiers mois, c'est ultra opérationnel. C'est vraiment, il faut te démerder pour avoir les bons KPIs, faire les recrutements, débloquer des portes. Donc, il faut voir qui va t'aider. Faut pas être une toute petite ligne chez un géant américain qu'on a rien à faire. Tu vois. Donc, nous, on a été un peu inspirés comme ça. Et par ailleurs, moi, j'ai toujours été très pragmatique sur la levée de fonds. Il faut aller super vite. Idéalement, la vélocité. Enfin, c'est un peu mon mantra. Pareil sur la levée de fonds, vélocité, vélocité. Faut boucler les trucs rapidement. Faut pas rester sur le marché trop longtemps. Tu vois, il faut être il faut prendre les opportunités, mettre du tempo et closer, quoi. Très rapidement. Parce que le risque, effectivement, c'est quoi si tu passes trop de temps sur la levée de fonds, j'imagine, c'est de détacher de l'opérationnel et être trop focus Bah, il y a dessus et déjà perdre du ce temps. risque-là, hein. Après, je veux dire, c'est cœur business, la levée de fonds. Enfin, tu vois, les gens qui disent c'est une distraction, c'est pas une distraction. C'est-à-dire que si t'as pas d'argent, t'avances pas de toute manière. C'est pas une distraction. En revanche, faut faire attention à ce que ça ne tue pas le reste, parce que c'est vrai que c'est extrêmement chronophage et que, en même temps, on va pas te pardonner, entre guillemets, d'avoir fait 6 mois de pause dans le business parce que t'as levé les fonds.
Non, on s'attend à ce que tu fasses ça, plus ton go-to-market et ton business. Et effectivement, mais rapidement, tu te rends compte que c'est pas possible de faire les deux. Donc, il faut vraiment minimiser le temps que tu y accordes pour ne pas prendre de retard sur ton plan. Donc voilà, bon. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas évident à mettre en place, mais c'est vrai que ça peut être ça peut être une situation, une période qui est quand même très compliquée en termes d'investissement de temps et de capacité à gérer les affaires courantes par ailleurs, tu vois. Et c'est intéressant, vous avez mis, entre le moment où vous avez décidé, ok, on lève, et le moment où vous avez vraiment signé, vous avez vraiment, en tout cas des promesses. Il y a eu combien de temps à peu près qui sont écoulés Alors, le moment où on s'est dit on va lever, à un moment on a eu un fit, je pense que c'est écoulé 2 semaines. Mais parce qu'on s'est dit qu'on allait lever, parce qu'on a eu des marques d'intérêt, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on s'est pas Hmm. dit, tiens, on va lever, on va prendre un patron de pèlerin. On s'est dit, ok, on voit que le marché est prêt, donc on y va. Et donc, on savait très bien qu'on allait avoir des term sheets rapidement. Tu vois, c'est comme ça qu'on l'a fait, hein. Et donc, on a été très opportuniste, c'est-à-dire on a vu des marques d'intérêt, on a reçu des term sheets et on a très rapidement dit, bah, les conditions sont favorables, elles sont très équilibrées et respectueuses. Bah, très bien, on va aller jusqu'au bout et on a signé, tu vois. Mais Ok, en seulement deux voilà. semaines, ouais. Non, term sheet au bout de 2 semaines. Après, attends, Ouais, pour closer, c'est beaucoup plus long, hein. T'as la due ok, deal, la négo du pacte. Non, non, là, on a mis bout à bout 2 mois et demi, hein. ok. Mais ça, c'est une période un peu plus light, j'imagine. T'as moins de. Tu passes beaucoup moins de temps ou c'est quand même beaucoup Ah non, de non, moi je détails trouvais ouais. ça... Non, 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 c'est 2 mois et demi ultra intense. T'as la revue du pacte, tu vois, tout ça, qui sont des moments ultra... La négo, la term sheet aussi, la revue du pacte, la due deal, où t'as quand même plein de choses à mettre à disposition des investisseurs, ce qui est normal. Pas mal aller-retour avec tes avocats. Non, non, il y a du boulot. Après, il faut syndiquer les BA, enfin, tu vois, non, 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 c'est 2 mois et demi extrêmement intense. Ok, donc tu étais full time dessus ou tu arrivais quand même à trouver Bah du non, temps non, pour le on reste? a fait... Ouais, En fait, tu vois, c'est une période où t'es plus à 100% de ton temps. T'es clairement à 150% de ton temps, tu vois, en permanence. Donc c'est pour ça que je dis, il faut aussi que ça dure pas des tonnes, parce qu'il y a un risque d'épuisement du fondeur, hein, des fondateurs, je pense, sur cette période-là. Ok, ouais, j'imagine. Et une fois que vous avez levé cette somme, c'était quoi la stratégie? Enfin, d'ailleurs, même avant de la lever, hein, c'était quoi la stratégie avec ces 3 millions d'eux Mm. Bah nous, si tu veux, c'est très clairement de pouvoir accélérer sur nos convictions, parce qu'on avait déjà on avait déjà une bonne traction commerciale. Et on s'est dit, bah en fait, on a validé nos hypothèses de, tu vois, produits. On commence à comprendre où est notre marché. En revanche, avec les ressources qu'on avait à disposition, on pouvait pas livrer ce plan-là. Donc c'était le moment d'accélérer, si tu veux, ça devenait évident. On avait besoin de recruter, de renforcer la team. On a été enfin tu vois, jusqu'à notre levée, on était 5. Enfin, il fallait vraiment qu'on accélère là-dessus, tu vois. Donc sur le staffing de l'équipe, sur le produit et sur la commercialisation, la force de frappe. Et donc voilà, c'était assez évident que c'était le bon moment. Et donc tu vois, aujourd'hui on est 12, c'est pas non plus une grosse équipe, mais ça nous permet vraiment, en termes de delivery sur notre produit et de force de frappe commerciale, c'est le jour et la nuit. On avait vraiment besoin de ça pour accélérer. Et aujourd'hui, tu vois, on va stabiliser l'équipe à une quinzaine de personnes. Et c'est la bonne équipe, c'est la team qu'il nous faut pour la prochaine étape de la boîte, tu vois. Donc c'était le bon moment et globalement, la majorité de l'investissement, ça part en produit tech et en commercialisation de la boîte, de la Ok. solution. Et vous avez déjà la prochaine levée en tête ou c'est encore un peu tôt Alors, non, pas encore. Non, parce que bah, on n'a pas besoin. Enfin, tu vois, genre, on a de l'argent. Et on est complètement focus sur la delivery du plan, de ce qu'on veut faire, des quelques convictions qu'on veut encore affirmer, confirmer. Parce que et de continuer à, tu vois, à délivrer sur les indicateurs. Donc on est focalisé là-dessus. Pour l'instant, on sait très bien qu'on est dans la bonne direction. Voir quelle sera exactement la date, tu vois, je pense qu'on a carrément le temps. Donc non, je pense pas à ça en me rasant le matin, tu vois. Ok. Et toi, tu sens qu'il y a eu au niveau des marques qui sont vos clients aujourd'hui, hein, enfin les marques traditionnelles qui veulent finalement proposer des NFT à leurs utilisateurs, tu sens qu'il y a eu quand même un changement de paradigme de leur côté. Au début, ils voyaient ça, les NFT, comme un outil spéculatif, et ils voient de plus en plus ça comme le futur, et ils ont un peu la FOMO de pas, finalement pas passer à côté, c'est important, mais sur du long terme, pas sur du court terme. Ouais.
Alors complètement, hein, le type de réaction qu'on a, de discussion qu'on a, vachement switché. Enfin, nous, on a toujours été sur ce qu'on voulait faire depuis le début des programmes d'engagement. En revanche, on voit bien que les discussions, ouais, que les projets pour lesquels on nous approche sont totalement dans notre scope maintenant. C'est-à-dire que l'année dernière, tu vois, on nous contactait pour des projets qui n'étaient pas pour nous, c'est-à-dire des collectibles, des choses comme ça, enfin, qui nous ne sont pas dans notre scope, tu vois, nous intéressent pas vraiment. Aujourd'hui, on nous contacte que pour des programmes d'engagement, des programmes de feed et des initiatives long terme. Et ouais, ce shift-là, enfin moi, je trouve il témoigne du début de maturité du marché, tu vois, là-dessus, et on a des très belles marques, mais aussi des plus petites marques qui se posaient la question, pas de est-ce que le NFT peut m'aider, mais de quand et comment je le fais. Et tu vois, ça, je trouve ça super intéressant de voir ce shift entre une période vachement d'évangélisation et une période où les gens sont déjà assez clairs sur ce qu'ils veulent faire avec, tu vois. Et ça, en un an, je vois vraiment le changement de paradigme. Euh, Après, il reste encore pas mal de bruit sur les NFT. Les gens sont encore un peu, il y a pas mal de personnes qui restent encore coincées, entre guillemets, coincées sur l'image du collectible, des trucs un peu comme ça. Et ce que je remarque, tu vois, c'est que en fait, les gens se sentent assez exclus et tu sais, comme un peu, genre, le truc est intimidant et pas du tout frais. Enfin, tu vois, pas du tout. Il y a un sentiment vraiment de pas mal d'annonceurs, de marques, de se dire, c'est pas pour moi. Je peux pas comprendre, je peux pas rentrer là-dedans. Et donc nous, on essaye vraiment avec notre approche de démocratiser et de leur faire comprendre que si, oui, c'est pour eux, mais que c'est pas, il y a plusieurs manières d'utiliser les NFT et que la manière qu'ils ont vue du collectible et tout ça, c'est pas du tout l'ensemble des cas d'usage, il y a plein d'autres choses à faire. Donc voilà, on bosse aussi là-dessus, tu vois, pour faire comprendre aux gens que l'actif digital, c'est une tech, c'est pas un collectible ou des trucs comme ça. Ok, ouais, c'est intéressant. Et ça t'arrive de parler parfois à des marques, alors pas Etam, hein, mais par exemple, je sais pas, des concurrents d'Etam ou voilà, des marques traditionnelles. euh, Ils font un call avec vous et vraiment, bah, il y a un peu de tout, pas toute l'éducation, mais vraiment tout à expliquer sur les NFT. Ils partent pas de zéro, mais pas loin. Alors, de moins en moins de zéro, c'est-à-dire que ça m'arrive plus jamais d'avoir quelqu'un en face qui me dit: «Ah, j'ai jamais entendu parler de ça» ou «Je ne sais pas ce que c'est». Hmm. Franchement, ça m'arrive plus. Jamais. En revanche, souvent j'ai: «Ah, ouais, mais je comprends toujours rien». Tu vois? Des gens qui essayent et qui te disent: «Bah, franchement, ça reste toujours un peu un brouillard pour moi». Et ça, là-dessus, on essaye vraiment de rendre ça simple, enfin, tu vois, de démocratiser, d'enlever vraiment le jargon dans ce qu'on raconte. Je vois un peu, on a beaucoup progressé nous-mêmes là-dessus, hein. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression de faire simple alors que tu restes ultra complexe. Et là-dessus, on a pas mal progressé sur notre capacité à notre pédagogie sur le sujet. Et on se rend compte quand même qu'il reste des marques qui sont réfractaires. Et c'est pas eux qu'on va aborder en premier. Et c'est OK. Tu vois, il y a Hmm. toujours c'est pareil pour les réseaux sociaux, c'est pareil pour l'e-commerce. Il y a toujours des gens qui vont y aller avant les autres. Et il faut respecter ça. Tu vois, pour moi, un call où la personne me dit dès le début, oh, j'y comprends rien. Et puis, nanana. Et puis, c'est compliqué. Et puis, je fais le call, etc. Mais je vais pas m'acharner, tu vois. Il y a un moment, faut pas non plus, on va pas essayer de convertir tout le monde, cette année, tu vois. Ça va être une phase d'adoption plus ou moins longue, en fonction des profils. Ouais, carrément. Et finalement, j'ai l'impression qu'avec Cohort, hein, vous êtes en train de lancer un nouveau marché. Et une question, c'est comment vous avez réussi à déterminer votre pricing, enfin votre premier pricing par exemple avec Etam, et comment au fur et à mesure Ouais. vous avez réussi à faire évoluer ce pricing, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bon bah d'un côté j'ai peut-être ma structure de coût qui peut déterminer mon pricing, de l'autre côté j'ai la Ouais. valeur apportée, de l'autre côté il y a peut-être un entre deux. Alors moi, le driver de pricing que j'aime bien, c'est la prédictabilité. C'est-à-dire que pour mon client, c'est-à-dire pour la marque, je trouve qu'il y a pas mal de... Elles se sont fait quelquefois un peu assassiner par des fournisseurs de software qui leur Ouais. donnent des pricing où en fait le truc finit par exploser parce qu'il y avait un driver qu'ils n'ont pas vu, un peu, tu vois, un peu fourbe. Moi, j'aime bien que le client, j'aime bien essayer de réfléchir comme lui. Donc moi, il me semble que un driver simple pour un client, c'est pour une marque, hein, c'est, tu vois, il raisonne souvent en contact ou en nombre de clients, en nombre de comptes installés, tu vois. Et donc nous, on s'est dit, bah, on va raisonner comme eux. Et donc donc on a pensé à notre pricing pour qu'il s'aligne avec la manière de bosser des marques.
Et on pense comme ça. Évidemment, après, donc ça, c'est notre driver principal, c'est le nombre de clients installés, le nombre de comptes installés. Et après, évidemment, on réfléchit, nous, à nos drivers de coût. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que on va plus ou moins rentrer dans nos frais ou pas, tu vois, sachant que il y a les coûts d'infrastructure, le coût de la blockchain, tout ça. Et donc, et ça nous permet, en fait, d'avoir un peu une approche top-down et bottom-up pour venir calibrer le pricing. Et clairement, t'itères, hein, sur ton pricing. La version 1, euh, encore une fois, on a la même conviction qui reste, mais t'itères sur la capacité que tu as, enfin, sur le niveau de prix, sur ce que tu inclus dans tes forfaits, etc. Et aussi, évidemment, plus on avance en maturité sur le produit, plus on a des nouvelles fonctionnalités qui vont venir aussi justifier des plans différents. Hein, donc, pour de la vente enterprise software versus de la vente SMI, c'est pas du tout la même chose. Et donc, on travaille beaucoup sur le pricing et on est beaucoup à l'écoute de nos clients sur ce qui fait sens pour eux versus les trucs où ils comprennent rien. Donc, ouais, moi, mon vrai driver, c'est se mettre dans les chaussures du client et voir s'il comprend ce qu'on lui raconte, quoi. Ok. Et par exemple, pour Etam, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que vous l'avez proposé un pricing, ils ont dit OK, ils ont un peu au début itéré sur ce pricing, ils ont fait une contre-proposition, sachant que toi en plus c'est dans une position, j'imagine, où tu disais j'avais besoin d'un premier client Ouais. entre guillemets, donc tu devais être peut-être plus Franchement, flexible. c'était une négo très respectueeuse, c'est-à-dire que c'est pas du tout un groupe qui a enfin, ils avaient pas du tout envie de nous tordre, tu vois, nous tordre le bras non, non, on a eu une négociation qui a plutôt porté sur les termes du contrat, tu vois, sur enfin, les fonctionnalités, la maintenance, le support, enfin les choses classiques du SaaS, sur les aspects de sécurité, RGPD, plutôt que sur le pricing qui était équilibré et qui leur a paru équilibré. Ok. Et vous, toujours sur un peu cette idée de nouveau marché, hein, est-ce que vous avez des concurrents, que ce soit en France ou à l'étranger, qui proposent plus ou moins la même chose, de façon un peu éloignée Ouais, alors clairement, on a des concurrents et c'est très bien. Enfin, enfin moi, c'est ce que je dis un peu aussi à l'équipe, c'est dans ma boîte d'avance, Stratom, on avait très peu de concurrents. Et ben, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire que Ouais, c'est pas bon signe d'être seul dans ton marché. C'est cool d'être seul 12 mois et de voir affluer des gens après. Parce que ça veut dire que tu as compris un truc et les autres n'avaient pas compris et donc tu as un peu d'avance. Et donc, si tu arrives à garder ton avance, c'est top. En revanche, être seul trop longtemps, ça veut dire que ton marché est compliqué. Et non, clairement, dans le marché de l'engagement client NFT, il y a des acteurs. Je pense que là où on est où je pense qu'on a une patte, un ADN très fort et unique, c'est nos convictions produits et notre conviction sur là où va le marché et sur l'apport réel du NFT. Tu vois. Et là-dessus, on est très clair depuis le début. Et ça a un peu forgé notre ADN chez Cohort, qui est d'avoir eu des convictions très fortes sur les usages, les parcours utilisateurs qu'on propose et notre capacité en fait à en faire un instrument d'engagement au service de la marque et de pas créer des canaux tiers qui soient pas maîtrisés par la marque. Et ça, cet ADN-là, depuis le début, je pense que c'est le sens de l'histoire. Ça nous a donné de l'avance sur nos concurrents et c'est très fort dans notre feuille de route produit. Je pense que oui, il y a des concurrents, mais notre approche, elle est aujourd'hui différenciante et assez unique. ok. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire, quand tu parles de canotières qui ne sont pas justement entre guillemets gérés par vous, tu penses à quoi par exemple Hmm. Bah, tu vois, par exemple, il y a eu toute une vague de marketplace de NFT où les marques hmm, ont été amenées à commercialiser ou à distribuer des NFT via des plateformes tierces. Euh, Ça, pour moi, c'est une période qui est en train de se terminer. Parce que je pense que c'est complexe, en fait. Deuxième chose, c'est tout ce qui est la gestion des wallets. Je pense que ça, c'est un truc hyper important à maîtriser et à intégrer au bon endroit. Et encore une fois, je pense que les marques, elles ont envie de maîtriser ça également. Donc, tu vois, il y a pas mal de briques dans ce parcours qui fait que, bah, en fonction de comment tu as compris ces briques-là et comment tu les as intégrées dans ton produit, avec la même idée du départ, ton produit peut avoir une tête extrêmement différente à la fin. Tu vois, une autre conviction qu'on a eue, nous, avec Nathan, depuis le début, c'est dans 6 mois, à partir du T0, on s'est dit, dans 6 mois, on veut que notre solution soit self-service. C'est-à-dire que n'importe qui, digital marketing, puisse s'en servir sans être un expert. Ça a énormément aussi guidé notre ADN, notre philosophie, qui fait qu'on a un produit qui est d'une simplicité actuellement, je pense, qui est aussi encore une fois un peu unique en son genre, et que tout ça bout à bout, ça crée un produit qui est vraiment différenciant aujourd'hui.
Et sur la partie wallet, donc en fait, vous avez développé votre propre wallet, vous passez pas par des wallets tiers. Non, on a développé notre propre tech, ouais. Ok. Là-dessus, c'était hyper important pour nous dès le début, parce qu'encore une fois, c'est en phase avec notre compréhension de ce qu'on fait, de qui on est et de quel use case on va venir supporter. Tu vois, donc tout ça a guidé cette décision et qu'on est très content d'avoir pris parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore identifié, tu vois, de solution qui a les mêmes convictions de nous, au bon stade de maturité en tout cas. Et si je vais faire aujourd'hui rien à voir avec la wallet, mais si je vais faire une rétrospective aujourd'hui de cohorte, ce serait quoi les erreurs que vous avez commises jusqu'à maintenant, que ce soit sur la partie tech, go-to-market, stratégie peut-être? Ouais, très bonne question. Alors des erreurs, t'en fais toujours plein, hein. Franchement, c'est le propre de l'entrepreneuriat. Je pense sur le produit, c'est peut-être là où on en a fait le moins. Cependant, on en a fait, hein, tu vois. Je pense qu'il y a des choses où t'es toujours un peu, tu sais, au tout début d'une boîte, t'as toujours un peu cette envie de faire plaisir à tes clients aussi, tu vois. Donc on a pas mal écouté les clients, ce qui est très bien. Je pense que peut-être une ou deux fois, on a développé des fonctionnalités qui n'étaient pas forcément cœur business pour faire plaisir aux clients. Je ne regrette pas parce que c'est important, tes premiers clients, il faut les soigner. En revanche, il faut faire super gaffe quand tu fais un produit SaaS, de toujours te poser la question, la religion, ça doit être, est-ce que ce feature va être réutilisé par tes autres clients? Tu vois, et voilà, donc ça, là-dessus maintenant, on est beaucoup plus, comment dirais-je, fort et tu vois, et droit dans nos bottes là-dessus. Donc c'est, voilà, mais je le regrette pas parce que ça nous a aidé aussi à apprendre, à avoir une bonne relation avec nos clients, donc c'est important. Sur la partie go-to-market, je pense que, encore une fois, le mantra, c'est choisir, c'est renoncer. Et donc, au début, tu sais, t'as un peu la peur du vide. Quand tu montes une boîte, t'as envie de rapidement faire rentrer du pipe, de l'attraction commerciale, être rassuré avec des premiers clients. N'empêche que, il y en a qui te font pas avancer. Tu vois, il y a des clients qui ne te font pas avancer parce que ils avaient pas le bon profil en fait et donc finalement t'as pas de learnings. Donc voilà, je pense qu'on a dû tu vois faire une ou deux boîtes comme ça où finalement on n'a pas eu de réel learnings et j'aurais dû dire non dès le début. Voilà, donc tu vois, c'est toujours ça, c'est ne pas être assez strict sur tes renoncements. Ça pour moi c'est super important quand tu montes une boîte, c'est de dire non quoi, dire non plus souvent. J'aurais peut-être dû le faire plus que ce que je l'ai fait. Ok. Mais en même temps, ouais, le fait d'avoir travaillé avec ces gens-là et de t'être rendu compte que ça fonctionnait pas, c'est peut-être ce qui a permis de te forger ses convictions aussi, parce que ça a Totalement, marché. effectivement. T'as raison. C'est difficile. A posteriori, je te le dis parce que ça me paraît maintenant évident. Clairement, quand on était dedans, on trouvait ça business critical de les prendre, ces clients, tu vois. Donc, clairement, j'ai pas de Ouais. regrets. Mais je sais que chez Stratum, j'avais déjà eu ce learning en me disant, il faut vraiment choisir, 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 tu vois. Et je me dis, bah, c'est marrant parce qu'en fait, pourtant, je le sais et j'ai du mal à me l'appliquer à moi-même. Ouais. Ouais, après, c'est des biais un peu peut-être cognitifs. Tu as envie de satisfaire tout le monde et c'est dur de dire non à un client parce que tu. Ouais, bien Ouais. sûr. C'est Et clair. par rapport aujourd'hui, maintenant, ouais, vous avez, j'imagine, euh, votre user persona, vous savez vraiment qui vous Mm. ciblez. C'est quoi la stratégie sur je sais pas, c'est 12 ou 24 prochains mois? Où est-ce que tu vas emmener cohorte? C'est quoi un peu l'idée, la stratégie, ouais, que ce soit en termes de produits, mais Ouais. aussi en termes de commercialisation? Ouais, écoute, nous, là, on a fait un gros taf sur la vision produit, sur la feuille de route. Donc, on est super clair de là où on veut être, enfin, là où on veut que le produit soit dans 24 mois. Il y a une grosse ambition, sur les fonctionnalités. On veut shipper des trucs vraiment cœur qu'on n'a pas encore dans la plateforme, tu vois, qu'on va ajouter. Donc, on a des énormes enjeux sur le produit pour faire de notre plateforme un one-stop shop pour nos clients. Tu vois, il y a encore quelques briques, sincèrement, qu'on doit encore lancer. Elles sont hyper claires dans nos têtes. Maintenant, il faut juste les mettre bout à bout. Donc là, il y a un gros enjeu là-dessus. Pour moi, c'est un enjeu sur les 6 à 12 prochains mois, où vraiment on a un coup de collier à mettre là-dessus. Et après, l'autre, sur l'aspect commercialisation, bah, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire, enfin, tu vois, signer des belles marques, des beaux noms, sur des programmes d'engagement business, enfin cœur business. Tu vois, c'est là, moi, je vois le shift entre l'année dernière et aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on nous consulte, franchement, très régulièrement sur des vrais projets cœur business.
Et c'est ce shift-là que je trouve super, enfin, qui me rend très optimiste, hein, sur la commercialisation du produit. Et là, on va être dans 12 mois par rapport à où on est aujourd'hui. Donc, ouais, tu vois, genre, nous, évidemment, l'horizon, c'est une série A. Et une série A, ça vient avec des indicateurs clés sur certains paramètres propres au software, hein, au modèle du logiciel. C'est ce qu'on appelle l'ARR, hein, donc le revenu récurrent annuel lié à ta plateforme. Donc nous, on bosse là-dessus et j'avoue que je suis assez confiante sur ces paramètres-là. Ok, génial. Et est-ce que d'ailleurs, tu peux peut-être en dire un peu plus sur les prochaines actualités de cohorte dans les prochaines semaines, prochains mois? Ouais, écoute, effectivement, on a des beaux projets qui vont sortir dans les prochains mois avec des belles marques. On bosse dans les telcos. Tu vois, je trouve ça super intéressant parce que moi, ce qui m'amuse énormément, c'est de travailler avec des très belles marques, qu'elles soient dans le luxe, dans la mode, dans les telcos, dans n'importe quel secteur. Je trouve ça passionnant de voir que plein de marques se posent la question de l'engagement client et que c'est pas du tout réservé à une élite ou à que à un secteur. C'est une tech qui va venir révolutionner l'engagement client dans tous les secteurs, tu vois. Donc ouais, on va lancer un beau programme de feed avec une grosse marque de telco utilisée par des millions de Français. Donc ça, on est super fiers. On va vachement poursuivre aussi à approfondir notre relation avec Etam sur les sujets de fidélité. On va lancer aussi également une opération avec une chaîne de bijouterie, qui est très connue en France et très aimée des Français. Donc on est content parce qu'on s'implante vraiment dans la vie quotidienne des Français. On a une fierté à ça. Non pas qu'ils vont nous voir, parce que notre objectif, c'est pas qu'on soit visible pour le client final, mais on est hyper heureux que des hommes et des femmes nous utilisent, tu vois, jeunes, moins jeunes, à Paris, en région. Enfin, tu vois, on est super excités par ça. Et donc, ce qu'on voit, c'est que voilà, le nombre d'utilisateurs de la plateforme dans les prochains mois là va être décuplé, voire encore plus. Donc, on est hyper excités par ça. Ok, top. Et aussi, on a beaucoup parlé de projets français. Est-ce qu'il y a des projets un peu internationaux avec lesquels, des marques hein, internationales avec lesquelles vous travaillez Ouais, écoute, on a des discussions aujourd'hui hyper intéressantes avec des groupes internationaux, soit avec leur branche française pour commencer. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. Soit carrément directement pour faire des premiers projets aux US, par exemple. Donc ça, on est en train d'avancer sur ce sujet-là. On a déjà des clients aux US, hein, dans le sport et dans la mode. Après, comme je disais, choisir, c'est renoncer. Aujourd'hui, on est opportuniste sur ce qui vient en entrant. En revanche, on n'est pas actif sur la prospection dans ces territoires-là parce on n'a pas la force de frappe encore. Ok. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut créer un projet dans le Web3? C'est se forger des convictions très fortes. Je trouve que le Web3, il y a énormément de courants différents de pensée, au fond, tu vois. Il y a beaucoup de choses différentes. Je trouve il faut faire le tri et se forger une opinion forte, tu vois, et des convictions. Parce que le Web3, c'est plein de choses différentes. Il faut choisir ce que tu veux adresser comme problème et te forger des convictions très fortes sur ta compréhension du Web3, de ce que ça apporte réellement et d'être extrêmement. Je trouve qu'il faut être extrêmement honnête intellectuellement sur le fait que c'est pas non plus magique. Le truc va pas régler les problèmes, tous les problèmes du monde. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de ça va régler les problèmes de la trust dans la banque, tous ces trucs-là. Il faut pas non plus idéaliser la chose. Il faut être, je trouve, très, tu vois, honnête en disant quels sont les apports réels de la tech pour ce que tu veux faire. Parce que tes clients, ils vont être ultra durs là-dessus, hein. Moi, la question principale que j'ai, c'est, OK, mais enfin, pourquoi je peux pas faire ça en Web 2 avec une adresse email, tu vois? Et je trouve que c'est une super bonne question. Et si ta réponse à ça, elle est pas bonne, tu vas te faire allumer, quoi. Donc, en fait, être se challenger en permanence, faire des connexions, les tester et être sûr de soi. Je trouve que c'est hyper important parce il y a il y a un peu à boire et à manger dans cet écosystème. Ok, ouais, super conseil, je suis complètement aligné là-dessus, parce que c'est vrai que on peut voir souvent passer des projets Web3 qui disent oui, on va résoudre tel problème, alors qu'en vrai, le problème est déjà résolu par plein de Ouais, solutions, on n'a pas besoin du Web3 pour ça, quoi. exactement. Donc, faut faire vachement gaffe à ça, parce que ça va revenir te mordre très rapidement après. Ok. Super, bah, merci beaucoup Séraphie, c'était très cool d'échanger sur Cohort, et bah, bonne continuation pour les projets à venir, et à très vite. Ah, merci beaucoup, Gary. À très bientôt.